Chers amis et abonnés, bonjour. Voici ma 4e vidéo sur YouTube. J'entre en scène, ingénieur arts et métiers. Le thème de cette vidéo est la construction de la chambre de Khéops. Nous allons voir ensemble quels moyens ont été utilisés, quelles difficultés ont été rencontrées et quel a été le résultat final. Voici quelques commentaires avant d'aborder la construction de la chambre. 10 ans ont passé depuis le début de la construction. La pyramide atteint maintenant 43 mètres de haut. C'est à cette hauteur que Khéops a décidé de faire construire sa chambre. Cette construction est en contradiction complète avec ses prédécesseurs, Houni et Snéfrou. En effet, à Meidoum et à Dachour, les chambres funéraires étaient construites au ras du sol. Cette hauteur de 43 mètres a été atteinte grâce à l'utilisation de 3 rampes latérales en zigzag. Ces rampes s'appuient sur les faces de la pyramide. On trouve ainsi, sur la face sud, une rampe latérale à 7% de 4 mètres de large, dédiée au bloc de 2,5 tonnes ou moins. Sur la face ouest, une rampe latérale à 7% de 4 mètres de large, dédiée au bloc de 2,5 tonnes ou moins. Et enfin, une troisième sur la face est, une rampe latérale à 5% de 6 mètres de large qui peut hisser des blocs jusqu'à 40 tonnes. Cette rampe latérale est peut également monter des blocs de 2,5 tonnes ou moins. Avec 3 rampes en service, le chantier avance rapidement. Pendant que 2 rampes sont utilisées pour monter les blocs, la troisième sert à la descente des traîneaux vides. Ce type de rampe ne gêne pas l'alignement des blocs, pas plus que le contrôle du vrillage. Les ouvriers travaillent à l'air libre et à la lumière du jour. Cette rampe est sûre et facile à construire. Pour éviter le glissement des matériaux sur les faces, les pierres de parement situées dessous sont pourvues de bossages. C'est pour éliminer ces bossages qu'un ravalement est prévu en fin de chantier. Venons-en maintenant à la construction de la chambre. Khéops, comme Djoser à Saqqara, a choisi du granit rose d'Assouan. Les dalles qui constituent le plancher et les murs sont épaisses. Certaines pèsent jusqu'à 25 tonnes. Le toit est constitué de 5 niveaux. Au sommet, on trouve une couverture en chevron en calcaire. Les 5 niveaux sont constitués de poutres monolithiques en granit de 8 mètres de long et de 2 mètres de haut. Leur poids varie entre 30 et 70 tonnes. Pour les chevrons, on ignore le nombre de niveaux qu'il y a, un seul ou plusieurs. L'accès de la chambre du roi est protégé par un système de herses. Il semble évident que les 3 rampes latérales n'aient pas été dimensionnées pour monter des blocs aussi lourds et aussi longs. Et si la grande galerie avait été conçue pour faire ce travail, en plus du fait qu'elle ait pu servir à l'acheminement de la momie du roi. À ce stade, la descente de riz est terminée. Elle donne accès à la chambre souterraine. Le couloir ascendant donne accès à la chambre de la reine, terminée depuis longtemps. La grande galerie est en cours de construction et va demander encore quelques années avant d'être opérationnelle. La grande galerie est maintenant terminée. Elle est entièrement réalisée en blocs appareillés en calcaire fin. Elle mesure 48 mètres de long, 9 mètres de haut. Elle est construite entre 21 mètres et 43 mètres. Elle débouche juste au niveau de la chambre du roi. Elle est orientée nord-sud et inclinée à 26 degrés
vers le nord. C'est logique, puisque les pierres arrivent du côté sud. Sa largeur en bas n'est que de 2 mètres. En haut, elle mesure seulement 1 mètre. Sa toiture est en encorbellement à 7 faces. Je pense qu'elle a servi à hisser tous les matériaux pour construire la chambre du roi à 43 mètres. Soit 160 dalles pour le plancher et les murs, 43 poutres pour les 5 niveaux et 22 chevrons pour la couverture. La grande galerie est maintenant terminée. Essayons d'imaginer comment les Égyptiens l'avaient aménagée pour pouvoir hisser tous ces blocs à 43 mètres de haut. Sur les banquettes de la grande galerie, on trouve 28 paires de mortaises tous les 1,70 m. Ces mortaises mesurent environ 50 cm de long pour 20 cm de profondeur. Elles auraient pu être utilisées lors de la construction pour maintenir des étaiements en bois. Personnellement, j'y vois une deuxième utilisation pratique. Grâce à l'utilisation de pièces en bois telles que le repère A sur l'image, on peut tenir en place un plancher très solide. Ces pièces A ont 2 fonctions. Premièrement, elles servent de guide à la cage en partie basse. Et deuxièmement, grâce aux tenons insérés dans les mortaises, elles immobilisent le plancher en bois. Regardons maintenant un peu plus en détail l'aménagement de la grande galerie. Sur cette illustration, 2 parties. Sur la partie de gauche, on voit l'aménagement selon Gilles Dormion lors de sa construction. Des étais ont été mis en place, encastrés dans les mortaises des banquettes pour maintenir les pièces en construction. Sur la partie de droite, ma proposition. Je réutilise les mortaises pour tenir un plancher sur lequel une cage leste va glisser du haut en bas. Cette cage leste est guidée également en partie supérieure et en partie inférieure. Sur cette image, on voit un peu plus en détail l'aménagement de la grande galerie en partie basse. Vous retrouvez en jaune les 2 banquettes. Dans ces banquettes, les mortaises creusées sur toute la longueur. Le plancher en bois maintenu par les pièces qui servent également de guide en partie basse. Sur ce plancher, la cage en bois mobile chargée de lest glisse et elle est munie en partie inférieure de 3 patins pour faciliter la glisse. Un ouvrier est chargé de venir graisser sous les patins pour diminuer le coefficient de frottement. La grande galerie est maintenant terminée. Aménager de la sorte, c'est un élément nécessaire mais pas suffisant. En effet, pour que ce système fonctionne, il faut y rajouter une rampe frontale, à la même inclinaison de 26 degrés, construite sur la face sud, dans l'axe de la grande galerie. La même inclinaison permet de générer les mêmes efforts sur les 2 rampes. C'est sur cette rampe sud que montent les traîneaux chargés de blocs. Il suffit alors de relier au moyen de cordage le traîneau à la cage. Quand la cage descend dans la galerie, le traîneau monte sur la rampe sud. Compte tenu de la course utile de la galerie de 40 mètres et de la longueur de la rampe sud de 100 mètres, il est nécessaire de faire descendre la cage 3 fois pour amener le traîneau sur l'assise à 43 mètres de haut. Une animation est présentée dans le bonus. Revenons un peu sur le descriptif de la cage servant de contrepoids. Le bloc le plus lourd à monter est une poutre de 70 tonnes. Compte tenu des frottements sur les 2 rampes, pour que le traîneau monte entraîné par le lest grâce à la gravité, il faut que le poids du lest soit 20% supérieur à celui du bloc.
c'est de la mécanique. La masse du lest est donc adaptée à la masse de chaque bloc à monter. Pour une poutre de 30 tonnes, le lest doit être de 36 tonnes. Pour une poutre de 70 tonnes, le lest doit être de 84 tonnes. C'est pourquoi le volume de la cage doit être de 48 mètres cubes, à condition d'utiliser du sable humide. Rappel, la cage mesure 8 mètres de long, 4 mètres de haut, 1,50 m de large en moyenne. La grande galerie est terminée, mais il y a un hic. En effet, quand les murs de la chambre du roi sont construits, la liaison filaire lest-bloc est rompue. La grande galerie est devenue obsolète. Elle ne peut plus hisser les poutres et les chevrons jusqu'à 63 mètres de haut. Il faut donc trouver un autre moyen aussi efficace. Et quoi d'aussi efficace qu'une deuxième galerie? C'est ce que nous allons étudier par la suite. Cette deuxième galerie est construite entre 41 mètres et 63 mètres de haut, soit 20 mètres plus haut que la première. Elle est décalée d'environ 10 mètres vers l'ouest par rapport à la première, ce qui la situe dans l'axe du mur ouest de la chambre du roi. Elle est constituée en blocs appareillés en calcaire fin et il faut environ 2000 blocs pour la construire. Le poids maxi des blocs est de 12 tonnes. Le moyen utilisé est la rampe latérale en zigzag est pour l'ascension des blocs. Les rampes sud et ouest étant limitées à 2,5 tonnes. Ce décalage vers l'ouest est pour deux raisons. La première, c'est pour ne pas construire les deux galeries l'une au-dessus de l'autre afin de ne pas fragiliser la structure de la pyramide. La deuxième, c'est pour pouvoir tirer les blocs dans l'axe du mur. Si elle était décalée vers le centre de la chambre, en tirant les poutres tomberaient dans le vide. C'est pas acceptable. Un petit rappel. La chambre du roi, du sol au sommet des chevrons, mesure 22 mètres, soit environ 9 étages. Afin de hisser les matériaux jusqu'à cette hauteur, il a été nécessaire de construire une deuxième galerie identique à la première. Pas de plan à refaire, on peut utiliser le même lest. Elle est construite entre 41 et 63 mètres de haut. Cette deuxième galerie s'allonge en fonction du niveau à bâtir. La première utilisation est la pose des poutres du plafond. La deuxième galerie mesure alors que 20 mètres de long. Afin d'éviter que les poutres tombent dans le vide de la chambre, cette galerie est décalée vers l'ouest d'environ 10 mètres. Elle s'aligne avec le mur ouest de la chambre. Les poutres sont tirées sur ce mur, puis poussées à leur emplacement définitif. Une rampe frontale à 26 degrés est construite dans l'axe de cette deuxième galerie. Les poutres qui constituent le plafond mesurent 8 mètres de long et pour certaines 2 mètres de haut. Leur masse varie entre 50 et 70 tonnes. Après avoir posé le plafond et les deux niveaux supérieurs, la galerie s'est allongée afin de pouvoir hisser les poutres du quatrième niveau. La galerie mesure maintenant 34 mètres de long. On remarque que les poutres du quatrième niveau sont assez hétérogènes. En hauteur, elles varient entre 1,30 m et 2,20 m et leur poids varie entre 30 et 68 tonnes. Il suffit de 2 manœuvres du lest pour les amener à destination. Opération de mise en place des chevrons. Après avoir posé le 5e niveau avec des poutres légèrement plus courtes,
6,70 m au lieu de 8 mètres et non encastré aux extrémités. L'opération de mise en place des chevrons est délicate. Les blocs sont lourds, de l'ordre de 50 tonnes, et posés inclinés, ce qui complique le travail. Il y en a 22 à poser à 63 mètres de haut. Pour pouvoir réaliser ce travail, la galerie a été allongée. Elle mesure maintenant 48 mètres de long. Son sommet débouche à 63 mètres de haut. Elle n'évoluera plus par la suite. Je pense que le Big Void correspond à cette deuxième galerie. Après 22 manœuvres, la voûte est terminée et la chambre aussi. Après avoir terminé la chambre du roi, arrêtons-nous un peu pour faire quelques commentaires. Parlons en premier des ruptures des poutres en granit des 4 premiers niveaux. On sait que le mur sud a été élevé sur du calcaire et non sur du granit. La surcharge a provoqué un affaissement de quelques centimètres seulement. Mais cet affaissement a été suffisant pour solliciter les poutres en flexion et provoquer la rupture dans la zone de traction. Cet incident gravissime a pu compromettre l'utilisation de cette chambre pour y déposer la momie de Khéops, d'où son manque de finition, pas de décoration, aucun hiéroglyphe. C'est bien triste. En 2017, l'opération Scan Pyramide a révélé la présence d'une salle derrière l'entrée de la pyramide. Or, si on admet que la deuxième galerie possède un couloir ascendant, comme la première, celui-ci aboutit précisément derrière l'entrée. On peut donc se poser la question de savoir si cette salle ne donnerait pas accès à ce couloir ascendant. Et pourquoi pas un autre couloir inconnu qui aurait pu servir à la cérémonie funèbre. La chambre située sous les chevrons s'appelle la chambre de Campbell. Elle a été découverte en mai 1837 par le colonel Huys. C'est dans cette chambre qu'on a trouvé la cartouche Khufu. Ma remarque, c'est pour dire que si on perçait un petit conduit à partir de cette chambre vers le nord, on tomberait pile dans le vide de cette deuxième galerie. Alors, messieurs les égyptologues, un peu de courage. Allez, cherchez cette deuxième galerie et ses trésors. Cette deuxième galerie et son couloir ascendant ne font pas partie des éléments connus de cette pyramide. On peut donc supposer qu'ils sont encore inviolés. Il y a sans doute beaucoup de choses à découvrir. Ne pourrait-on pas y trouver les trésors que l'on cherche depuis longtemps? Des papyrus qui expliqueraient la construction de cette pyramide? Je m'avance un peu, mais ne va-t-on pas y trouver la momie de Khéops? Que de belles découvertes en perspective. Après avoir terminé la chambre du roi, la construction de la pyramide s'est poursuivie jusqu'à 80 mètres grâce aux 3 rampes latérales en zigzag. Tous les couloirs et salles, les 2 galeries, sont maintenant noyés au sein de l'amas de pierre. Chers amis et abonnés, ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si je devais tirer une conclusion, je dirais que la construction de cette chambre relève de la folie. Du granit rose, extrait à 800 km, des monolithes gigantesques, 8 mètres de long, 2 mètres de haut, jusqu'à 70 tonnes, qu'il a fallu hisser entre 43 et 65 mètres de haut. Ce chantier a nécessité la construction de 2 galeries à l'architecture remarquable. Quel travail d'ingénieur! Je vous félicite, messieurs. Mais tout ne s'est pas bien passé, puisque pour une petite erreur de fondation, le mur sud s'est affaissé de quelques centimètres, provoquant les fissurations de 35 poutres sur 43. Une catastrophe majeure. Il est tout à fait possible, à la suite de cet incident gravissime, que cette chambre n'ait pas été utilisée pour y déposer la momie de Khéops, d'où son manque de finition. Si les hypothèses que j'avance sont vérifiées par des fouilles, on peut s'attendre à de magnifiques découvertes. De nouvelles salles, de nouveaux couloirs, une deuxième galerie, des trésors de toute beauté, des papyrus révélant la construction de cette pyramide et peut-être la découverte de la momie du pharaon. Alors, messieurs les égyptologues, un peu de courage et lancez des fouilles qui nous feront découvrir les merveilles cachées de la pyramide de Khéops. On a encore beaucoup de choses à apprendre. J'entre en scène.
Dans ce bonus, je vous propose une simulation expliquant le fonctionnement du système rampe grande galerie, ou comment faire monter un traîneau chargé d'un bloc de granit sur une rampe frontale en utilisant l'effet de la gravité sur un lest se déplaçant dans la grande galerie. Tout d'abord, quelques rappels simples. Prenons une balance. Si on pose la même masse grand M sur les deux plateaux, la balance est en équilibre, rien ne bouge. Si, sur cette balance, on rajoute une masse petit m sur le plateau de droite, l'équilibre est rompu. Le plateau de droite va descendre et du coup, celui de gauche va monter. Il y a mouvement. Appliquons maintenant le principe de la balance au système rampe-galerie. Le traîneau sur la rampe est relié au lest dans la galerie au moyen de cordages. Cet ensemble présente des similitudes avec une balance géante, où le plateau de gauche serait la rampe et le plateau de droite serait la galerie. Le mouvement vertical des plateaux est remplacé par un déplacement oblique sur les rampes, induisant un mouvement vertical. Tout d'abord, étudions le cas théorique sans frottement. Une masse grand M dans la galerie équilibre une masse grand M sur la rampe, parce que la gravité génère les mêmes efforts sur les deux masses. Or, dans la réalité, il y a du frottement sous le traîneau et sous le lest. Les efforts générés par la gravité sur les deux masses sont différents. En effet, le lest est freiné dans sa descente et l'effort engendré est inférieur à celui du traîneau. L'équilibre est rompu. Pour le rétablir, il faut ajouter une masse petit m sur le lest. Mais, pour que le traîneau monte sur la rampe, il faut que l'effort généré sur le lest soit supérieur à celui antagoniste du traîneau. Pour cela, il suffit de rajouter une masse ΔM sur le lest. L'équilibre est rompu. Le lest descend dans la galerie et du coup, le traîneau monte sur la rampe. Venons-en à la simulation. Voici la première opération. Le bloc de granit sur son traîneau est en attente au pied de la rampe frontale. La cage, en rouge sur cette vidéo, chargée de sacs de sable, est bloquée en haut de la grande galerie. On relie, au moyen de cordage, le bloc à la cage. On libère la cage. Celle-ci descend tout doucement dans la galerie, bien guidée en haut et en bas pour éviter les embardées. Le bloc, lui, monte sur la rampe à la même vitesse. Quand la cage arrive sur sa butée basse, on immobilise le traîneau pour éviter qu'il ne redescende. Résultat, la cage, chargée de lest, a parcouru 40 mètres dans la galerie. Le traîneau, lui, chargé du bloc, a progressé de 40 mètres sur la rampe. Fin première opération. Au cours de la première opération, la cage est arrivée en butée basse de la grande galerie. Il faut donc la remonter pour pouvoir réaliser une deuxième traction. Pour cela, on vide la cage de ses sacs de sable. C'est une opération qui prend du temps. Quand la cage est vide, on la remonte par traction en haut de la grande galerie. Une fois qu'elle est en haut de la grande galerie, on immobilise pour éviter qu'elle descende seule. L'angle de 26 degrés le permet. On remplit à nouveau la cage de lest. On la relie le bloc à la cage. En débloquant la cage, elle descend tranquillou dans la galerie et le traîneau monte tranquillou sur la rampe. Padam, 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 padam. Padam, padam, padam. Arrivé en bas, la cage a parcouru 40 mètres et le traîneau a progressé de 80 mètres sur la rampe.
il est bloqué pour éviter qu'il ne redescende. Au cours de la deuxième opération, la cage est arrivée en butée basse de la grande galerie. Il faut donc la remonter pour pouvoir réaliser une troisième traction. Pour cela, on vide la cage de ses sacs de sable. C'est une opération qui prend du temps. Quand la cage est vide, on la remonte par traction en haut de la grande galerie. Une fois qu'elle est en haut de la grande galerie, on immobilise pour éviter qu'elle descende seule. L'angle de 26 degrés le permet. On remplit à nouveau la cage de l'est. On la relie le bloc à la cage. On peut alors la débloquer. La cage descend en toute sécurité lentement dans la galerie. Le traîneau, lui, progresse sur la rampe frontale et débouche sur l'assise à 43 mètres. Résultat, la cage est descendue 3 fois. Elle a parcouru 120 mètres. Le traîneau est arrivé à 43 mètres. Il va être dirigé vers son lieu de stockage en attente de la construction de la chambre du roi. On répète ces opérations pour tous les matériaux, soit 160 dalles pour le plancher et les murs, 43 poutres pour le toit, 22 chevrons pour la voûte. En tout, on peut estimer qu'il a été nécessaire de faire descendre la cage 350 fois pour amener tous les matériaux de la chambre à 43 mètres de haut. Ces opérations délicates ont pu prendre plusieurs mois.